Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une Mazda un peu particulière, tout d'abord parce que c'est le deuxième modèle 100% électrique de la marque japonaise et surtout parce que cette 6E est plutôt sino-japonaise. En effet, sous des dehors très Mazda en termes d'esthétique, le ramage est made in China. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans ce reportage. Esthétiquement, c'est une vraie Mazda et disons-le, sa ligne est franchement réussie. Ce qu'on ne mesure pas en la voyant en vidéo, c'est que, et le terme est choisi, c'est que c'est une grande voiture, 4,92 m de long, 1,86 m de large, avec, vous allez le voir, une poupe qui remonte, assez originale, et ce qu'il est aussi, c'est ça, c'est que on a un aileron rétractable à l'arrière. Même si c'est une très grande voiture, cette Mazda 6E n'offre pas un volume de chargement démentiel. On est à 337 litres. On va quand même préciser que si vous enlevez le cache-bagages et que vous remplissez jusqu'au niveau du haillon, vous êtes à 466 litres. On compense un peu la taille réduite du coffre avec cet emplacement à l'avant de 72 litres. Vous pouvez mettre quand même une petite valise et vous avez remarqué, pas de mécanique et de toute façon il n'y en a pas puisque le moteur électrique est placé à l'arrière. C'est donc une propulsion, il s'agit d'un moteur synchrone à aimant permanent qui délivre sur cette version 258 chevaux et 320 Nm de couple parce que cette 6E est disponible avec deux types de batteries différentes, une petite et entre guillemets une grosse qui pèsent le même poids mais qui ont des chimies différentes. On essaye aujourd'hui la version LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate, une batterie qui est fournie par le chinois CATL, on s'en douterait, et surtout qui permet d'avoir des performances plus élevées que la batterie NMC et des vitesses de charge plus rapides, vous le verrez plus tard. C'est un paradoxe, en plus elle est moins chère, on se demande pourquoi l'autre version sera même proposée sur le marché français. L'origine chinoise de la voiture présente son premier intérêt aux places arrière. En effet, dans l'Empire du Milieu, on aime avoir de la place quand on est installé en passager. Vous voyez, c'est le cas, on a vraiment beaucoup de place pour les genoux et en plus, tout ça a été revu par les designers japonais avec une ambiance très Mazda que j'aime beaucoup. Cette ambiance Mazda avec de la suédine qui habille la sellerie, également la planche de bord, on la retrouve à l'avant. On a aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien, du faux bois ici, un jonc chromé, ça participe à l'aspect luxueux. D'ailleurs, on a assez peu de plastique rigide, les ajustages sont très bons et ça fait passer ce tableau de bord qui est pourtant celui typiquement d'une berline chinoise pour celui d'une Mazda. Je ne vais pas critiquer les compteurs parce que même si l'affichage est typiquement chinois, c'est-à-dire avec des polices, vous voyez, assez petites, faut pas être hyper métrope. Bon, tout est clair et puis on a, je pense que vous le voyez là, un affichage tête haute très lisible, donc de ce côté-là, pas de souci. Ça se corse avec l'écran central, d'abord qui regroupe les fonctions de la climatisation. C'est beaucoup moins pratique que des boutons classiques comme on a d'ailleurs sur le reste des Mazda. Vous êtes obligé de passer par des menus et des sous-menus pour accéder par exemple à la désactivation des aides à la conduite. Il faut, allez, je vais vous le dire, montre en main, je ne vais pas faire la démo complète parce que montre en main, il faut 5 bonnes minutes pour tout désactiver. C'est juste un enfer et en plus ça se remet en route tout seul. Si vous vous ennuyez un soir d'hiver, vous pourrez toujours jouer avec les multiples fonctions qu'il y a sur cet écran. On peut d'ailleurs passer sur des applications. Vous voyez, ça on s'en servira tout à l'heure. Gestion des flux d'énergie. On peut avoir tout en courbe. On peut tout régler sur le véhicule, l'ouverture maximale du haillon. Enfin bon, ouais. Je me dis, vous pouvez passer votre journée à jouer avec
avec toutes ses fonctions. Pas mal de rangements, un sous la console centrale qui reçoit un chargeur à induction pour téléphone, des porte-gobelets, et puis ici, un grand vide-poche. La sellerie est à réglage électrique, elle est particulièrement douce au toucher et surtout très confortable à utiliser, ce qui est l'essentiel. L'ombre chinoise est un peu plus présente lorsqu'on prend le volant de la voiture. On sent bien que ce ne sont pas les ingénieurs japonais qui ont mis au point les trains roulants. Par exemple, là, on est sur une route avec pas mal de trous, de bosses. Les réactions sont un peu sèches et cette relative sécheresse ne servira pas la tenue de route comme on le verra plus loin. Donc, alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein. Je suis juste en train de dire que c'est peut-être pas à la hauteur des Mazda qu'on est habitué à conduire. Le juge de paix, c'est le ralentisseur qui pousse très bien sur nos routes. Voilà, vous voyez, ça tape un peu. C'est pas totalement inconfortable, mais sur une grande berline comme ça mériterait un tout petit peu plus de moelleux. Si on force un peu le rythme, alors évidemment la mécanique est tout à fait capable de vous propulser à des vitesses rapidement illégales, hein, avec un 0 à 100 qui est couvert en 7 secondes 2, mais en revanche, la voiture pèse quand même un peu plus de 2 tonnes et on se sent pas mal embarqué. Il y a déjà le feeling du freinage qui est, on va dire, pas très rassurant quand on roule plus vite, et surtout on a une direction qui manque singulièrement de précision. Elle est soit un peu trop légère, vous voyez, et puis on a tendance au sous-virage qui est marqué, mais ça, à la limite, c'est de la sécurité. Mais bref, on n'est pas du tout dans le cas de figure d'une Mazda traditionnelle qui ont toujours été parmi les références en matière de comportement routier. Dans les défauts, vous avez la rétrovision. On voit bien dans les rétros latéraux, mais ils ne sont pas du tout faciles à régler puisqu'il faut passer par cet écran central. Et surtout, vous voyez, le rétroviseur central est tout rikiki. C'est une meurtrière à l'arrière. On ne voit pas grand-chose. Ça oblige en plus à lever la tête pour voir ce qui se passe, à revoir. Au rang des choses particulièrement agaçantes, il y a ça. Vous avez beau regarder la route réellement en face, vous avez cette alerte, on va dire, de vigilance qui s'allume de façon inopinée. J'ai pourtant pas quitté la route des yeux, vous voyez, depuis que je vous parle, j'ai pas quitté la route des yeux, ça recommence. Ça, c'est particulièrement pénible, mais il y a pire. En fait, j'ai désactivé normalement le maintien actif dans la file, mais malgré ça, vous voyez, absolument incroyable, la voiture à certains moments veut faire une correction, et pire encore, vous avez des moments, vous avez le sentiment que vous n'avez plus, voilà, vous n'avez plus d'action sur la direction. C'est comme si elle était bloquée dans une position. Ça, c'est franchement très désagréable, c'est même plus que désagréable, c'est à la limite du dangereux. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais les ADAS se remettent en route tout seuls, en particulier le maintien dans la file. Et pour le désactiver, il faut passer par des menus, des sous-menus, donc quitter la route des yeux, c'est hyper dangereux. Ça, c'est, vous voyez, pour moi, juste cet aspect-là du véhicule, il est éliminatoire. On est à 130 km/h sur l'autoroute. Tiens, on notera que, alors je ne sais pas si ça sort bien à la caméra, mais on voit très bien l'affichage tête haute, même avec des lunettes de soleil polarisantes. Ça s'affiche loin devant la voiture, donc on est sûr de ne pas louper le compteur de vitesse. Et cette voiture, cette Mazda, elle est plutôt confortable et silencieuse à cette vitesse. On va faire une bonne centaine de kilomètres pour vérifier la consommation à ce rythme, mais pour le moment c'est plutôt satisfaisant parce que on n'a pas de bruit aéro, on n'a pas de bruit de roulement, c'est très agréable. On vient de faire 100 km, 99,4 comme vous le voyez affiché
à 130 km/h et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une consommation qui est très mesurée, 20,9 kWh au 100 km. Bon, il fait une température extérieure de 8 degrés, donc on a un petit peu de chauffage, mais c'est plutôt des conditions favorables. Il n'y a pas de vent. On a fait de toute façon la portion d'autoroute 50 km dans chaque sens. Donc ça permet d'équilibrer en termes justement de résistance au vent. Ça voudrait dire qu'on peut, avec cette voiture, faire 300 km sur l'autoroute. On ne fera pas 300 km, on s'arrête évidemment avant d'être à zéro, mais l'autonomie autoroute serait d'environ 300 km. C'est plutôt bien, je suis surpris par la consommation qui est assez basse. La bonne nouvelle avec cette Mazda 6e, c'est qu'en ayant fait de l'autoroute, 100 km, de la ville, de la départementale, de la nationale, on est à une moyenne de consommation de 17,8 kWh au 100 km, c'est très bien. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à parcourir les 470 km revendiqués par le constructeur, eh bien on peut tabler sur, en vrai cycle mixte, 400 km. Pour rigoler, là j'ai fait une vingtaine de kilomètres en roulant vraiment gentiment, on est même à 11,5 kWh au 100 km. Ça c'est mieux que des petites citadines. Ah, c'est un paradoxe, la petite batterie de 68,8 kWh en chimie LFP charge plus vite que la grosse batterie qui est proposée sur cette Mazda 6e. Pourquoi ? Parce que cette batterie LFP accepte des contraintes thermiques un peu plus élevées et donc on a une vitesse maxi de charge qui monte jusqu'à 165 kW. Ça signifie qu'il faut 28 minutes pour faire 10-80%. Bon, là c'est pas exactement le cas de notre charge, d'une part parce qu'on n'était pas à 10%, j'ai quand même préchauffé la batterie, mais ça a l'air assez rapide puisqu'on est déjà à 125 kW. En charge alternative, on a un chargeur qui est suffisamment puissant aussi puisqu'il est de 11 kW en triphasé. C'est assez difficile d'avoir un avis tranché sur cette Mazda 6e. Avec la batterie de 68,8 kWh, elle offre une autonomie qui est satisfaisante, supérieure à 400 km, une vitesse de charge qui est assez importante. Personnellement, je trouve à la fois l'esthétique très réussie et la présentation de l'habitacle agréable. En plus, il y a zéro option à rajouter. Le problème, c'est peut-être le côté trop chinois de la voiture sur certains aspects, en particulier ce qu'on appelle l'interface homme-machine avec ce grand écran qui regroupe un maximum de fonctions et surtout des fonctions franchement pénibles parfois comme les aides à la conduite qui se réactivent toutes seules. Je vous l'ai dit dans l'essai, pour moi c'est éliminatoire. C'est presque dommage parce que sa fabrication en Chine lui permet d'afficher un tarif canon. Sur cette version Takuma Plus, on est à 44 900 €. Je ne vais pas dire c'est sans concurrence parce qu'il y a une certaine Tesla 3 qui est moins chère, qui offre des performances supérieures, qui est certes moins chic, mais qui vous en offre plus pour encore moins.